Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. De l'autre côté de l'Atlantique, on rejoint tout de suite le collègue Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour! Tu te poses les mêmes questions que beaucoup de gens se posent qui surveillent ce qui se passe dans les manifestations, le pro-palestinienne un peu partout dans le monde. Parce que le problème, c'est qu'avec n'importe quelle manifestation pro-paix, pro-palestinienne, il y a invariablement des gens, malheureusement, qui versent dans l'extrémisme et particulièrement en appui avec le Hamas. Ouais, ben là, franchement, c'est que ça commence à être inquiétant en quelque sorte. Parce que que la cause palestinienne, on va juste y aller par étapes, que la cause palestinienne soit une cause fondamentalement légitime, nul n'en doute. Par cause palestinienne, j'entends la possibilité pour les Palestiniens de se constituer en État indépendant, comme les Juifs y sont parvenus avec la création d'Israël, comme tant et tant d'autres peuples à travers le monde aspirent à avoir leur propre État indépendant. Donc ça, posons ça comme principe de base. Ensuite, ces manifestations ne sont pas des manifestations, à mon avis, pro-palestiniennes dans ce sens-là, mais pro-Hamas ou pro-islamistes. Les deux se recoupent. Je dis pas que tous ceux qui s'y retrouvent sont pro-Hamas ou pro-islamistes. Je dis pas ça, je dis qu'il y a probablement, il y a même assurément des bonnes âmes qui se retrouvent là, attirées par la question, le malheur des populations de Gaza, très bien. Mais manifestement, la dynamique idéologique qui porte ces manifestations-là, le discours qui les porte n'est pas un discours qui est celui d'une paix à deux États. Le discours est un discours qui en appelle à l'éradication politique, pour ne pas dire davantage, d'Israël. C'est un discours où on l'a vu à Montréal, moi ça m'a frappé, où on a vu quand même un drapeau de la République iranienne. C'est un discours qui est porté non pas par ce qu'on pourrait appeler parce que ça a déjà existé, le nationalisme laïque palestinien, c'était le temps de l'OLP et tout ça. On n'est plus du tout dans ce monde-là. On est devant un islamo-nationalisme à Gaza, et plus largement, en Occident, c'est le mai 68 de l'islamo-gauchisme. Parce que tous ceux qui se retrouvent dans ces manifestations-là, je corrige, pas tous, mais plusieurs qui se retrouvent parmi ces manifestations-là, ont été biberonnés au discours universitaire dominant, qui est un discours anti-occidental, qui est un discours anti-Israël. Je suis pas contre les excès d'Israël. Les excès d'Israël, tout le monde peut les critiquer, comme on peut critiquer les excès de tous les États, mais contre l'existence même d'Israël. Et je note que certains cherchent ces temps-ci à réhabiliter d'étonnantes manières ce qu'ils appellent l'antisionisme. Donc là, ils nous disent on n'est pas antisémite, non, on est antisioniste, c'est pas la même chose. Un instant. L'antisionisme, si on a le souci de l'histoire des mots, si on a le souci de l'exactitude, l'antisionisme, ça consiste pas à s'opposer à la politique du gouvernement israélien. Ça consiste à contester la légitimité même de l'État d'Israël. Ça consiste à vouloir effacer politiquement de la carte l'État d'Israël. Ça consiste à dire que le judaïsme n'aurait jamais dû s'accomplir dans son existence politique avec un État juif, qui était le rêve de Théodore Herzl et de tant d'autres ensuite. Donc l'antisionisme, ce n'est rien d'autre que le masque politiquement correct de l'antisémitisme aujourd'hui. Parce que, par exemple, moi, je peux être très critique, mettons, du gouvernement québécois. Mais il y a une différence entre critiquer le gouvernement québécois et dire que les Québécois ne méritent pas d'avoir leur propre existence politique. Là, je laisse de côté la souveraineté ou le fédéralisme, là, le fait qu'il y a un État québécois. Mais quelqu'un qui serait critique du nationalisme québécois, c'est une chose. Quelqu'un qui dit que les Québécois ne devraient pas avoir d'État. Ils devraient disparaître comme État. Quelqu'un qui dirait j'aime pas la politique du gouvernement norvégien. OK. Mais je pense que la Norvège elle-même doit disparaître comme État. Bon, ben, de la même manière que lorsqu'on applique ça aux Juifs, ben, l'antisémitisme culmine dans l'antisionisme, en fait. C'est loin d'en être une marque modérée. C'est une manière de vouloir effacer le peuple juif de la carte politique du monde. Donc, je reviens à nos manifestants chez nous. Il y a, je trouve, une complaisance médiatique à leur endroit. On n'est pas devant la nouvelle version des manifestations granoles qu'on peut voir de temps en temps. Nous sommes devant des gens qui reprennent des slogans. Il y a une photo d'ailleurs qui circule sur Twitter. Elle était relayée par Frédéric Lacroix. Je sais pas, j'ai pris la peine de dire, est-ce que c'est une photo qui est confirmée? Est-ce que c'est une photo qui est fondée ou est-ce que c'est un fake, entre guillemets? Mais si elle est confirmée, on voit, c'est à McGill, dans les tentes, première rangée des hommes, deuxième rangée des femmes.
Ben, je m'excuse, mais moi, les préceptes de la charia et de la séparation islamiste des sexes, non merci au Canada, non merci au Québec. Donc, voyant tout cela, ces manifestations devraient susciter chez nous, je pense, une plus grande critique, en rappelant, je le dis, la légitimité de la cause nationale palestinienne, mais qui a été manifestement détournée par les islamistes depuis un bon moment là-bas, et qui aujourd'hui est relayée par ce qu'on appelle en Occident l'islamo-gauchisme, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme un désir de faire un mai 68 de l'islamo-gauchisme à travers la question de Gaza dans les campus nord-américains et aujourd'hui européens. Ouais, puis ça risque pas d'aller en s'améliorant, là, surtout que si les offensives se poursuivent à Gaza, si le gouvernement Netanyahou garde son cap sur le conflit armé comme on le connaît en ce moment, mais il risque pas de faire grand-chose pour diminuer le capital de haine qui s'accumule contre Israël en ce moment. Honnêtement, je vois mal comment les tensions peuvent diminuer au lieu d'augmenter là, dans ce dossier-là. Ben, je dirais qu'une chose, c'est que, moi, tu sais, quand on appelle au cessez-le-feu, moi, il y avait un cessez-le-feu. Il y en avait un, hein, tout récemment. C'était avant le 7 octobre. Et le 7 octobre, le Hamas a rompu le cessez-le-feu. Donc là, il faut quand même garder ça à l'esprit. Ce n'est pas Israël qui a rompu le cessez-le-eu, c'est le Hamas qui a rompu le cessez-le-feu. Ensuite, on peut trouver que Netanyahou va trop loin dans sa contre-offensive. Très bien, effectivement, on peut sérieusement penser qu'il va trop loin. Mais penser qu'Israël est à l'origine du mal qu'on pense de lui aujourd'hui, je trouve que c'est un peu inversé les causes. Je veux dire, moi, je connais peu d'États dans le monde où la frappe du 7 octobre, c'est à l'échelle symbolique, c'est bien plus fort que le 11 septembre. On a vu ce que le 11 septembre, les Américains ont fait avec l'Afghanistan. Le Bataclan, on sait comment les Français ont réagi avec l'État islamique. Bon, mais là, Israël ne pourrait pas se défendre. Alors moi, comme j'ai dit, il y a des excès, très certainement, il y a pas de doute. Mais une fois que c'est dit, moi, faire porter à Israël la responsabilité de la haine qui est dirigée contre elle. Faut pas se tromper. En Europe, dans le 8 octobre, le lendemain, il y avait des manifestations qui commençaient pro-Hamas. La contre-offensive israélienne n'avait pas commencé. Donc, je comprends effectivement l'esprit de modération est nécessaire, mais il faut garder à l'esprit que le cessez-le-feu a été rompu le 7 octobre d'abord et avant tout. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête au travers de tout ça. Mathieu, il y a un dossier aussi de la presse qui a particulièrement attiré ton attention? Qui m'a rendu fou serait un terme plus exact. C'est le dossier sur le devenir des jeunes hommes, le devenir des garçons. Et là, on dit, aïe, 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 une partie de la jeune génération. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un homme aujourd'hui? Apparemment, on nous dit que les jeunes hommes doivent se transformer. Ils doivent se transformer à l'école du féminisme intersectionnel. Ils doivent se transformer pour devenir moins hommes, se déconstruire, se déviriliser. On appelle ça aujourd'hui tout ce qui est masculin. Aujourd'hui, on l'assimile à la masculinité toxique. Vous êtes un homme qui est vraiment homme, vous êtes un masculin toxique. Bon, on a fini par le comprendre, ça. Et là, ce qui est assez agaçant dans ce dossier, c'est que ceux qui résistent à cette entreprise de déconstruction, on les assimile donc au masculinisme. Là, c'est le terme utile. Là, on prend des figures comme Andrew Tate et ainsi de suite. Donc, si vous êtes contre la déconstruction de l'identité masculine, vous êtes un Andrew Tatien. Ben, qu'on se calme un peu, les amis. Là. Ce personnage n'est nullement recommandable, ça, je n'en doute pas. Mais pour le commun des mortels, est-ce qu'un homme qui veut demeurer un homme, est-ce qu'un homme qui pense que la vocation de l'homme n'est pas de déconstruire son identité intégralement, de se placer à l'école de la rééducation permanente, de traiter la masculinité à la manière d'une forme de pesanteur du passé dont on doit se délivrer pour devenir fluide et pourquoi pas non-binaire demain ou après-demain? Il y a quelque chose dans tout cela d'assez agaçant. Et le prêchi-prêcha de la presse progressiste, hein, P, disons ça comme ça. Donc, les 4 P de la presse. Il y a quelque chose d'exaspérant dans cette idée que l'homme est de trop, que le mal, c'est le mal, et plus encore que le mal, c'est le mal blanc. Pire que tout, hein, on nous donne des indices de la masculinité toxique. Ce serait, par exemple, contester la théorie du racisme systémique. Ce serait, par exemple, dire que toutes les différences statistiques entre les hommes et les femmes ne s'expliquent pas par un système discriminatoire. Non, mais est-ce qu'on pourrait nous ficher la paix un peu? Il y a quand même, dans le discours public dominant aujourd'hui, une diabolisation
glorification du masculin qui est qui est pas seulement agaçante, qui est franchement exaspérante. Et la presse, prenant le relais de tout ça, banalise ça. Puis c'est fou, on inverse l'emprise. Aujourd'hui, un homme qui veut demeurer un homme, on dit qu'il est sous emprise de la masculinité toxique, mais un jeune garçon qui s'identifie comme une jeune femme à 14, 12 ans, 12 ans au moment de la crise d'adolescence, ça, c'est pas de l'emprise idéologique. Non, non, non. Vouloir changer de sexe, c'est pas de l'emprise idéologique, mais penser qu'un homme, ça demeure un homme, ça, c'est de l'emprise idéologique. C'est le monde qui marche à l'envers. Ouais, je comprends pourquoi ça vient te rendre fou, là. Sincèrement, je veux dire, les mœurs changent. On est capable de mieux éduquer nos jeunes hommes, certes, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit en faire plus des hommes ou plus des hommes au sens traditionnel de la chose? Je sais pas, moi je sais que je pense à mon grand-père, je pense à mon père, je pense aux figures que j'ai admirées en politique, De Gaulle, Lévesque, Parizeau, Bouchard et ainsi de suite. Je trouve que c'est des modèles qui me vont. Franchement, c'est des modèles qui me vont. Je n'ai pas envie. Ensuite, comme je dis, il n'y a pas de haine du féminin là-dedans. Puis Dieu sait que il y a une complémentarité naturelle du féminin et du masculin, puis l'égalité entre les hommes et les femmes est fondamentale. Mais j'ai l'impression qu'on est devant une égalité, non pas qui se veut une égalité féconde, mais c'est plutôt cette idée de raboter les sexes, parce qu'aussi on veut faire disparaître la femme entre-temps. Hein. On nous explique qu'un homme qui se prend pour une femme, c'est désormais une femme aujourd'hui, puis de l'autre côté, on veut voiler les femmes intégralement parce qu'on considère qu'elles s'exprimeraient dans l'espace public avec leur féminité, ce serait déjà une forme de provocation au désir masculin. Il y a quelque chose d'étrange aujourd'hui dans le rapport qu'on a entre les hommes et les femmes, et de ce point de vue, la défense on pourrait appeler ça la masculinité classique en Occident, qui n'est pas le contraire de l'égalité homme-femme, ça pourrait être au programme. Ben après ça, on s'étonne. Tu as parlé d'Andrew Tate tantôt. Après ça, on s'étonne qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui se cherchent un peu un nouveau modèle masculin puis qui tombent dans un autre extrême, dans un mouvement de ressac en suivant des gens comme Monsieur Tate. C'est sûr que c'est pas surprenant rendu là. Mathieu, ce sont des questions que tu vas tout aborder à ton émission. Je te passe le bâton du témoin. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.